Donc, bonjour tout le monde. Je suis très fière de venir vous présenter l'expérience de l'hôpital du Sacré-Cœur. Merci beaucoup, Marie-Dominique, de nous avoir permis d'être ici aujourd'hui. Vous allez voir, c'est une réalisation qui a pu être possible. Je tiens à souligner d'emblée, M. Côté nous a fait confiance il y a quelques années, puis on a poursuivi l'expérience avec Jeanne-Évelyne et son équipe. Donc, c'est vraiment une expérience là, qui a nécessité la collaboration du réseau de la santé. Donc, je vous présente, je vais vous faire une petite partie. J'ai un rhume, donc je ne voulais pas prendre de chance, perdre la voix durant la présentation, mais j'ai tellement une bonne collaboratrice que je ne suis pas inquiète. Elle va vous entretenir et elle ne manquera pas de vous transmettre l'information. Donc, entre 2010 et 2012, qu'est-ce qui s'est passé chez nous à Sacré-Cœur? On est entré dans une zone de turbulence, urgence d'agir, difficulté au niveau d'une performance budgétaire. On était en déficit de 13 millions. Un redressement de l'équipe, un renouvellement complet presque de l'équipe de direction. À ce moment-là, moi, j'étais directrice adjointe à la direction des ressources humaines et c'est mon prédécesseur, Daniel Dubé, qui portait le dossier de HPS. Là, vous allez voir, là, nous, là, on est vraiment... Moi, je suis tatouée HPS. Je n'ai pas migré vers EPS encore. Puis, je ne changerai pas la lettre à Sacré-Cœur parce qu'ils vont tous me regarder de travers. Donc, ça va vraiment être HPS juste pour Sacré-Cœur. Donc, pour les oreilles sensibles, je m'en excuse. Donc, la démarche de Sacré-Cœur, on a eu un nouveau directeur général qui a été intérimaire. Et pendant 2 ans, on a été en période de transformation. Une vaste consultation pour un renouvellement de notre planification stratégique. Un corps médical très fort, qui a beaucoup de pouvoir à Sacré-Cœur. Alors, beaucoup de questionnements sont survenus à l'intérieur de l'identification vraiment de nos axes stratégiques qui ont été reprécisés. L'hôpital Sacré-Cœur on est un hôpital de référence et de proximité en même temps. On dessert la couronne nord. Alors, c'est un hôpital qui a quand même un bon volume. Donc, comme directrice adjointe de ressources humaines et directeur de ressources humaines qui était présent à ce moment-là, où est-ce qu'on situe HPS dans un contexte pareil? Donc, on va vous présenter de quelle façon on l'a soumis. Donc, en 2010, un petit peu d'histoire, membre du réseau montréalais des établissements promoteurs de santé. Et puis, depuis 2010, on a notre politique HPS qui a été mise à jour. On l'a revampée un peu en 2012. Donc, HSCM, on disait tout à l'heure, des fois, c'est difficile de passer là, des politiques et, bon, ça peut nécessiter beaucoup de travail. Mais c'est important de mentionner que malgré un contexte que je viens de vous présenter, on a été capable de mener de l'avant le projet qu'on va vous présenter. Donc, je pense que des fois, il y a des contextes qui peuvent devenir des opportunités, puis c'est comme ça qu'on l'a exploité. Donc, on était très fort. En fait, là, une chose que je pense qu'il va falloir que je veux que vous reteniez, là, à HPS, c'est pas une couche supplémentaire de crémage sur un gâteau. OK? Puis quand on l'a présenté au comité de direction, c'est vraiment ce commentaire-là qu'on a reçu. On a dit, on ne veut pas quelque chose de plus. On veut vraiment une stratégie intégrée, puis c'est vraiment ça qu'on va vous présenter. Donc, quelles sont nos opportunités? Donc, on s'est posé cette question-là à l'équipe de direction. Puis, Dr. Pellecan a dit tantôt, c'est important d'avoir un porteur de dossier au comité de direction. Puis ça, je vraiment vous le confirme que si à l'intérieur de vos organisations, vous n'avez pas un directeur qui porte les 3 lettres HPS, bien, ça va être difficile. Parce que moi, j'ai toujours ramené ce sujet-là au comité de direction. J'ai vraiment, m'appelle même Madame HPS, un peu comme Joanne l'appelle Madame HPS aussi. Donc, ça prend vraiment un porteur de dossier, que ce soit la direction des ressources humaines ou que ce soit la DSI, DSP, ça a peu d'importance, mais ça prend vraiment un leader.
Donc, on s'est posé ces questions-là. Quelles sont nos opportunités liées à cette adhésion? Est-ce qu'il y a une valeur ajoutée à l'intérieur du comité de direction? C'est ces questions-là qui ont été soulevées. Les enjeux RH aussi, j'en ai pas parlé, mais on avait des enjeux RH importants, TS très élevés, main-d'œuvre indépendante super élevée. Je me plais à dire qu'on était quasiment un des plus grands utilisateurs sur l'île. On avait un pourcentage de cas au niveau d'assurance salaire assez élevé aussi. Donc, quand on se dit qu'on se pose la question quelles sont nos opportunités, bien, en fait, moi, ce que je leur ai dit, c'est ben, je pense que ça ne peut pas être pire que c'est là. Alors, pourquoi on ne se donne pas une chance puis on ne le laissait pas? Alors, comment HPS peut-il devenir un levier en mobilisation? Et je vais laisser la parole à Joanne pour vous présenter de quelle façon on le fait vivre à Sacré-Cœur. La diapositive que vous voyez là, c'est une version synthèse de la politique. C'est un outil qu'on s'est donné et qui a été distribué à tous, médecins, gestionnaires, employés, pour justement que, quand on dit en termes de comment on peut garder vivant, bien, encore faut-il avoir une petite information là-dessus. Alors, on en a fait une version synthèse avec un visuel amusant parce que pour nous, le Virvent, c'était comme on est en mouvement. Tu sais, je pense qu'on ne peut pas prétendre. Nous sommes complètement certifiés hôpital promoteur de santé, mais on est en mouvement. Donc, c'était juste pour vous montrer un peu ce visuel-là. Alors, c'est sûr que même si, comme Christine l'a dit, pour nous, HPS, on lui a tout de suite donné une orientation à l'effet que c'était une stratégie globale et intégrée. Je pense que c'est intéressant de dire qu'il faut un peu circonscrire un projet. Donc, on a élaboré un projet, on a circonscrit aussi un projet autour de 2 axes, clinique et de gestion. Christine a mentionné aussi le soutien intéressant d'un point de vue financier qu'on a eu de l'agence pour pouvoir partir le projet et l'identification d'une coordonnatrice là, qui a été moi à ce moment-là. Et je trouve que c'est important de vous répéter ça, dans le cadre de la planification stratégique, on a précisé qu'HPS devenait une orientation, voire même a trouvé son nid dans la vision de la planification stratégique, ce qui va être assez déterminant quand même pour la suite des choses. Puis j'y reviendrai un petit peu plus tard là, dans la présentation. Alors, du fait que notre projet ratissait à la fois l'implantation de pratiques cliniques, mais aussi qu'on voulait travailler sur les pratiques de gestion, on est allé se chercher au sein de l'hôpital du Sacré-Cœur plusieurs représentants de diverses directions et des gens, dans le fond, en mesure d'être des ambassadeurs, des alliés, parce que peut-être on savait que déjà, il y avait certaines convictions, donc on voulait miser là-dessus. Et aussi dans le choix de nos pratiques cliniques, puis j'y arrive bientôt dans cette partie-là, c'était très important de suivre le rythme organisationnel et de prendre en considération les projets qui étaient peut-être soit en émergence ou qui faisaient partie déjà de nos obligations à mettre de l'avant. On le sait comment on en a beaucoup, donc c'était, dans le fond, n'en jetez plus, la cour est pleine. Alors, comment faire pour que cette grande stratégie-là devienne quelque chose d'intégratrice, de global? C'est toujours ça. Donc, on a vraiment, avec un comité d'orientation, avec les personnes dont je vous ai mentionné tantôt, médecins, représentants de différentes directions, déterminé et convenu ensemble que nous allions travailler HPS comme étant une stratégie globale et intégrée d'action sur l'ensemble des déterminants de la santé, une démarche d'amélioration continue. Donc, à la fois travailler sur le milieu de travail, le milieu de soins, sécuritaire et durable, puis pas juste en faire un projet. Donc, un projet qui va se transformer en stratégie, une pérennité, dans le fond. Et quelque chose qui n'a pas été mentionné, même par le docteur Pélican, à moins que mon anglais m'ait fait défaut quelque part, mais des stratégies de communication en continu. Alors ça, pour nous, ça a été très gagnant puis très aidant aussi quand on dit, bon, Madame HPS, c'est grâce, je dirais, beaucoup à tous les outils de communication
qu'on a élaboré. Puis, toujours aussi d'avoir une approche très pédagogique pour faire en sorte qu'on fasse les liens entre les différents impératifs d'une organisation comme la nôtre ou comme la vôtre. On a des impératifs de performance, on a des impératifs de sécurité, de qualité. Donc, comment faire en sorte que HPS soit vraiment une stratégie. M. Pélican a parlé de parapluie, d'umbrella, moi je vais dire un parapluie, qui dans le fond, on l'a travaillé vraiment dans un souci de cohérence, de convergence et d'intégration, tout en tenant compte des multiples politiques existantes pour dire qu'en fait, c'est ça, c'est pas quelque chose qui est à côté, c'est pas des choses qui sont en silo, c'est pas des choses qui s'ajoutent et se multiplient, mais c'est des choses qui sont intégrées. Alors, oui? Juste ajouter un point. Le volet, on disait tantôt, c'est un business case, c'est vraiment ça. La plus grande partie de notre core business dans un CH, je vais parler pour Sacré-Cœur, c'est les soins infirmiers. Donc, si on était arrivé à travailler uniquement la norme 4, je suis convaincue à ce jour qu'on aurait eu beaucoup moins de levier que si on avait ignoré les pratiques cliniques. Le fait d'avoir commencé avec le volet de la pratique clinique, puis là, vous allez voir qu'on n'a pas vraiment embrassé toutes les pratiques cliniques, là. On a vraiment ciblé 2 volets où on a vraiment été chercher du support des alliés. Ça a vraiment été gagnant pour passer à l'étape de la norme 4, pour aller un petit peu plus loin vers la norme 4. Donc, c'est très important qu'on retienne ce message-là dans l'expérience de Sacré-Cœur. Peut-être que tu peux faire avancer. Donc là, on vous démontrait un petit peu les travaux que nous avons faits. Puis, comme vous le savez, bien, tu sais, on a dans nos clientèles, puis je suis certaine que c'est partagé, une croissance importante de la population vieillissante qui arrive avec de multiples problèmes. Puis, en même temps, comme établissement, nous sommes tenus d'implanter une approche adaptée auprès des personnes âgées. Alors, nous, on a fait du pouce sur cette obligation-là, sur cette pratique-là, pour dire, bien, voilà ce sur quoi nous allons travailler. C'est déjà une obligation. On a à améliorer nos interventions de promotion et de prévention à l'égard de cette catégorie d'usagers-là, si vous me permettez l'expression. Puis, il y avait déjà aussi une amorce de travaux par rapport au programme de cessation tabagique. Je vais un petit peu en accélérer parce qu'on m'a fait signe qu'il ne me restait plus beaucoup de temps. Alors, on vous montre un petit peu, dans le fond, tous les outils de communication. Alors, pour nous, notre slogan, c'est « En mouvement dans tous nos gestes quotidiens pour notre santé, celle des usagers et celle de notre organisation ». Alors, comme vous voyez, on ne l'a pas pris de façon morcelée, mais bien de façon globale. On a fait des petits kiosques, on a fait des petits dépliants. Peut-être qu'on peut le montrer. Je l'ai aussi sur les acétates, sur les diapositives, pardon. Puis, oui, c'est ça. Puis, donc, on a toujours travaillé aussi à faire en sorte d'aligner le plus possible le choix des pratiques cliniques avec les pratiques de gestion. Mais ça, pour cette deuxième phase-là des pratiques de gestion, on y arrive dans une deuxième phase. Mais en termes de communication, peut-être l'événement qui a été le plus marquant, c'est qu'en mai 2013, nous avons tenu un symposium, justement, et qui était offert à tous. On a même invité aussi des partenaires externes pour témoigner des initiatives qui, dans le fond, étaient cohérentes et convergentes vers la philosophie et l'orientation HPS. On voulait faire en sorte que tout le monde arrive à connaître et bien comprendre les différents concepts et normes d'hôpital promoteur de santé, puis d'encourager, bien sûr, les gens à appliquer et intégrer. Donc, on a eu un ensemble de présentations. On avait eu Dr. de Guise du CHUM qui est venu nous présenter comment ça s'était implanté au sein d'une organisation qui pourrait être semblable d'une certaine façon. On a aussi mis à profit des gens de l'hôpital du Sacré-Cœur pour qu'ils viennent témoigner aussi de leurs expériences, puis de des chartes de projet, puis des moyens, puis des plans d'action et des outils qu'on a mis de l'avant. Et dans le fond, donc, de se familiariser avec tous les principes et de faire connaître en même temps les différentes politiques là, qui étaient en cohérence avec Hôpital promoteur de santé. Alors, la première journée a vraiment servi à faire un tour de piste, je dirais, de toutes les initiatives puis de toutes les actions qu'on mettait de l'avant
Bien sûr, en mettant l'accent aussi sur l'importance du patient partenaire, hein, parce que quand on pense hôpital promoteur de santé, c'est donc qu'on croit aussi pertinemment au fait que le patient est un acteur de premier niveau pour agir sur sa trajectoire de vie, sa trajectoire de santé. Donc, on y reconnaît son potentiel. Puis, on avait invité M. Dumais pour parler et témoigner de son expérience. On a eu aussi une conférence sur toute la notion de cogestion et faire les liens avec la notion d'employeur de choix. La deuxième journée, parce qu'on voulait aussi amener les gens en devenir vers un hôpital doué pour les aînés, en s'inscrivant toujours dans la grande stratégie HPS. Donc, on a consacré toute une journée aux interventions préventives sur ces questions-là. Et je vous dirais que comme résultat, le symposium, bien, ça a permis vraiment de jeter les premiers jalons des pratiques selon les normes HPS, de légitimer aussi et de poursuivre les efforts d'alignement et d'intégration des pratiques de gouvernance, de cogestion médico-administrative, de gestion et clinique selon les paradigmes HPS. Le mot d'introduction avait été fait par le docteur Feller, qui est notre directeur général. Donc, ça vient comme bien positionner l'importance de cette stratégie-là dans notre organisation. Alors, je vous dirais que maintenant, on est en voie d'une stratégie durable et 3 petits points d'une vision. Alors, on n'est pas juste dans un projet, on n'est pas juste dans un dossier, on n'est pas juste même dans un projet, mais c'est vraiment de renforcer le positionnement stratégique. Je parlais tantôt des communications, d'avoir une approche pédagogique. Donc, à toutes les parties prenantes, faire les liens de l'ensemble de nos obligations, que ce soit en matière de qualité, de sécurité, de performance, donc d'amélioration continue, de patients partenaires. Alors là, on est en train de voir à consolider nos pratiques cliniques. C'est pas mince, ça représente beaucoup de défis et d'enjeux. Ça ne se fait pas comme ça en un tour de main, mais quand même. Et aussi de mettre en place, c'est là vraiment notre deuxième phase, une structure intégrée pour développer les compétences EPS et Lean auprès des gestionnaires. Voyez-vous, nous, on a fait une petite migration de plus. On s'est dit, associons toute la vision hôpital promoteur de santé aux impératifs de performance, la démarche Lean et aussi une démarche d'amélioration continue et qui converge très bien avec hôpital promoteur de santé. Alors, dans le fond, notre projet, c'est d'agir sur les pratiques de gestion pour soutenir le bien-être des employés et favoriser un milieu de travail sain, développer et consolider les compétences des cadres intermédiaires en cohérence avec les pratiques de gestion EPS et Lean, favoriser l'attraction et la fidélisation des cadres intermédiaires et par le fait même aussi de la main-d'œuvre. C'est sûr que nos cadres gestionnaires, si on ne travaille pas avec eux pour qu'ils aient des bonnes conditions d'exercice, puis qu'on ne prend pas soin aussi de leur santé, bien, c'est peut-être difficile qu'ils aient une saine gestion auprès de leurs employés. Alors aussi, ce sur quoi il faut continuer de travailler, c'est le renforcement du positionnement stratégique, bien sûr, et d'accentuer aussi la vision globale et intégrée. Alors, c'est un peu pour ça qu'on avait intitulé le titre de notre présentation. On est parti d'une politique. Qu'est-ce qu'on fait avec une politique? Comment on la rend vivante? Comment on peut utiliser pour que ce soit un levier? Donc, il ne faut pas juste que ce soit un petit papier écrit, mais quelque chose qui s'agit, qui s'active, qui s'opérationnalise, hein? Tout en perdant jamais de vue qu'à toutes les étapes, l'aspect stratégique est toujours très important. Il faut qu'on ait nos alliés, nos ambassadeurs, nos médecins, le CA, la direction, les syndicats, toutes les parties prenantes, les différents conseils, pour aller justement jusqu'à, un projet, un plan d'action, une stratégie durable, puis maintenant, on est rendu à une vision. Et c'est sûr qu'on y réalise pas à pas. Comme je disais tantôt, je pense qu'il faut réaliser de petits pas, mais voir global, grand et intégré. On s'est même permis de réfléchir à un modèle, et ça, c'est aussi, je vous dirais, pour continuer de nourrir la vision de notre direction générale et aussi de la gouvernance. C'est quelque chose que je ne peux pas vous diffuser à ce moment-ci. Ça a été présenté à notre directeur général et au directeur général adjoint, qui, je dirais, achète presque à 100% le modèle. Alors, dans le fond, ça nous démontre vraiment comment HPS est vraiment notre vision, notre orientation vraiment parapluie, qui intègre les différentes
nos différentes obligations qui correspondent aux valeurs de la planification stratégique, à la vision, à l'importance du partenariat et à toutes nos obligations en matière de qualité, de sécurité, de performance et bien sûr de promotion de la santé. Alors voilà, donc ça conclut. Peut-être que parfois j'ai été un petit peu rapidement là, parce qu'on avait là un autre impératif, mais de temps. Il y a toujours un autre impératif, et c'est moi. Oui, ah ben. Merci beaucoup, mesdames. Alors, si je comprends bien, il ne faut pas que ça coûte rien de plus, mais il faut que ce soit extrêmement visible partout. Hein? On ne l'a pas mentionné, mais notre symposium, là, en 2 jours de conférenciers, un après l'autre, ça nous a coûté 5 000 $. La parole est à vous. Oui. Compétences des gestionnaires, est-ce que ça s'inscrit dans un PDRH? Et si oui, est-ce que c'est volontaire? Et sinon, à qui ça s'adresse en priorité? Actuellement, on va travailler à différents niveaux. On va travailler avec l'équipe de directeurs. Puis, on est à travailler également avec les cadres intermédiaires, et on est aussi à travailler avec les médecins. Parce qu'on l'a précisé, hein, on se place en cogestion, puis c'est un aspect qu'on ne voulait pas négliger. Donc, actuellement, il y a différentes démarches qui sont en cours. Stéphanie Bonaventure, qui est avec nous, là, qui est notre personne en DO, qui coordonne toutes les activités au niveau des livrables. Puis on a plusieurs livrables qu'on s'est identifiés, dont un profil de compétences revu, de la formation, du support, un programme d'accueil qui est revu aussi, des critères d'embauche qui vont être revus également. Parce que quand on change, quand on amène une vision comme celle-là, il faut être cohérent. Puis quand on rencontre des gens en entrevue, bien, nos choix de candidats, il faut qu'ils correspondent à la vision qu'on s'est donnée. Donc, il y a vraiment toute une démarche là, qui est en train de se dérouler actuellement, qui va probablement se dérouler sur une période d'1 année. On devrait avoir complété, on devrait avoir fait le tour. Là, mais là, actuellement, on se concentre sur ces 3 paliers-là. Là, au niveau du travail. Est-ce que ça passe par un PDRH? Probablement qu'on aurait fait le PDRH quand même. Je ne pense pas. Mais est-ce que le PDRH va être teinté? Oui. La réponse, c'est oui. On a déjà amorcé la démarche de notre PDRH, et sans qu'on l'ait amené nos directeurs adjoints, on a fait la démarche avec les directeurs adjoints, puis là, on est en train de le faire avec les cadres intermédiaires. Sans qu'on on l'a amené la direction des ressources humaines, c'est les gestionnaires qui nous l'ont amené. Donc ça commence à être intéressant. J'espère que ça répond à votre question. Madame, on vous donne un micro un instant. Moi, j'aimerais savoir quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées durant l'implantation de votre plan d'action. Quelles sont les difficultés ou bien les contraintes que vous avez rencontrées pour la mise en place. Et aujourd'hui, quelle évaluation vous faites de votre plan de marche pour l'implantation de cette orientation stratégique? Bien, les difficultés, je ne les ai pas listées, là, mais il y en a eu plusieurs. Je pense que peut-être on a vécu du côté du volet clinique, on a vécu aussi du côté RH. La difficulté que moi j'ai vécue, c'est de accepter de respecter le rythme de l'organisation. Parce que le volet, l'aspect gestion, on aurait voulu aller beaucoup plus vite. Puis, le contexte de l'organisation a pris la décision de fusionner la DSI et la DSPH. On a créé une grosse direction. Donc, il y a eu beaucoup de changements d'acteurs. C'était irréaliste de penser qu'on pouvait aller vers une démarche de révision au niveau du profil de compétences. Beaucoup trop de changements. Donc, pour moi, comme DRH, ça a été cette difficulté-là d'accepter, de respecter le rythme de l'organisation. Là où je vous dirais, là, quand Dr Pélican disait c'est du lobbying, là, il a tellement raison. Là, c'est vrai. On a fait beaucoup de lobbying. On a vraiment tenu toujours le même discours. On a toujours tenu la même visée. Et puis, moi, je nous vois comme des gens d'influence qui ont été capables de rallier des acteurs, puis même des médecins qui, au départ, quand ils nous ont vu arriver, on disait encore une autre histoire.
Mais vraiment, c'était d'essayer de rendre HPS intégrateur à Sacré-Cœur. Donc, c'est vraiment, on revenait toujours à la simplicité puis à ce qui se passait dans l'organisation. Il faut être groundé sur ton organisation. Si tu n'es pas groundé sur ton organisation, tu passes à côté de la traque. Donc, je pense que c'est cet aspect-là, là, global. Des difficultés quotidiennes, on a eu plusieurs reprises. Là, je les énumérerai pas tous. Mais il y a peut-être le point de vue clinique aussi que Joanne pourrait peut-être exploiter un petit peu, je pense, qui est important. Oui, le point de vue clinique, mais ça revient toujours au rythme aussi, parce que des fois, on identifie une stratégie, bien, on va choisir telle unité, puis on va implanter ça dans telle unité, puis tout ça, mais finalement, pour toutes sortes de raisons, il y a beaucoup de mouvements dans les gestionnaires, puis là, ça change, puis il faut recommencer et tout ça. Mais je dirais que aussi, dans les défis, c'est... au-delà de Christine et moi, qui, moi, suis là comme temporaire, là, comme coordonnatrice, c'est de m'assurer aussi que tout ce transfert-là de connaissances, si on a entendu Dr. Pélican, qui est un grand expert au niveau international, Louis Côté, qui a été vraiment notre porte-flambeau, puis notre expert aussi à un niveau régional. Moi, je suis une petite experte au niveau local, mais c'est de m'assurer qu'au sein de l'organisation aussi, il va y avoir des gens qui vont prendre le relais puis qui vont poursuivre cette mission-là. Puis ça, c'est pas toujours évident parce que aussi... c'est pas toujours les mêmes personnes, les gens partent. C'est le défi entre comment s'assurer qu'il va y avoir quelque chose qui va être pérennisé en misant pas trop sur des individus en même temps. Mais donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir des alliés, d'avoir des tentacules dans l'ensemble de l'organisation. Mais c'est sûr que ça demeure un défi. Puis je dirais que l'importance de mesurer aussi, d'évaluer. Puis ça, c'est un petit bout là, qui nous reste à faire. Puis je pense qu'on a une belle opportunité en s'associant à la démarche Lean d'améliorer cette culture-là, de mesurer nos interventions, puis de pouvoir, c'est ça, peut-être démontrer aussi que l'hôpital promoteur de santé... c'est pas quelque chose qui vient nuire ou que peut-être on peut scraper rapidement dans notre budget, mais qui est peut-être une opportunité de solidariser puis de s'entraider au sein d'une organisation pour justement qu'on arrête de vivre des crises puis qu'on soit toujours en train de mettre des plasters. Plusieurs fois, ça, je trouve que c'est vraiment intéressant, cette idée de fédérer tout ce qui se passe dans l'hôpital sous le parapluie des hôpitaux promoteurs de santé. On a de la place pour une dernière question. S'il y en a une. Oui, allez-y. Non. Oui, simplement une petite question à savoir, est-ce qu'il y a une raison particulière ou c'est que le programme chez vous a été rattaché à la direction des ressources humaines, en opposition à une direction clinique, santé publique, qualité? C'est une raison? C'est un intérêt personnel? Ou comment c'est arrivé comme ça? Bien, je pense que c'est un leg que M. Dubé m'a fait. Un cadeau? Oui. Bien, des fois, je me suis posé la question, mais non, en fait, la direction des ressources humaines, je vais parler à ce moment-là, là, où il est devenu le porteur du dossier, c'était un convaincu. Donc, M. Dubé était convaincu que HPS était la voie à suivre, puis il l'a porté vraiment jusqu'à sa retraite. Puis moi, j'ai repris le flambeau, puis j'ai continué de le porter. Mais c'est pour ça que je disais, est-ce que ça a vraiment d'impact, que ce soit les ressources humaines qui le portent, que ce soit une autre direction? Je pense pas. Pour moi, là, je pense pas que ça a été le fait que les ressources humaines portent le dossier, que ça a eu plus de succès ou quoi que ce soit, je crois pas. Est-ce que ça pourrait être une direction des services cliniques? Je pense que l'avantage des ressources humaines, c'est qu'on est global. On travaille avec toutes les directions. On a souvent, la majorité du temps, une bonne vue d'ensemble, tous les projets qui se passent dans l'organisation. On a souvent aussi, des fois, les ressources, comme on a fait appel souvent à l'équipe de développement organisationnel. J'ai fait appel aussi à ma chef de service SST. Puis on a coordonné notre accompagnement en fonction de la philosophie HPS. Donc, est-ce que ça a été gagnant? Moi, je pense que oui. Est-ce que c'était un essentiel? Je pense que non. Donc, ça dépend de la vision que vous voulez donner
puis jusqu'où vous voulez aller dans le développement. On aurait pu séparer ça, dire, bien, les services cliniques vont porter la norme 2-3, puis je m'en exclus. Mais là, on s'éloigne de l'intégration du modèle. Effectivement, ce serait intéressant de regarder des expériences qui démarrent par d'autres Oui. portes d'entrée. Oui. On n'aura pas le temps, malheureusement. On va devoir vous remercier, mesdames, pour cette extraordinaire présentation.